KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. La nuit était claire et chaude. Devant le cirque s'attardait encore une foule curieuse de voir le départ de César, mais bizarrement morne et muette. Ça et là, on entendit de faibles applaudissements aussitôt réfrénés. Du spoliarium, des charrettes grinçantes continuaient d'emmener les restes ensanglantés des chrétiens. Pétrone et Vinicius s'en allaient, silencieux. Ce n'est qu'à proximité de sa villa que Pétrone demanda « As-tu pensé à ce que je t'ai dit ?» ?»« Oui, répondit Vinicius. « Me crois-tu quand je te dis que maintenant c'est pour moi une question de la plus haute importance ? Il faut que je la délivre en dépit de César et de Tigelin. C'est comme une lutte dans laquelle je suis déterminée à vaincre. C'est comme un jeu dans lequel je veux gagner quitte à y laisser ma peau. Cette journée m'a encore confirmée dans cette résolution. Que le Christ t'en récompense. Tu verras. » Tout en devisant ainsi, ils arrivèrent devant la porte de la villa et descendirent de la litière. À cet instant, un personnage habillé de sombre s'approcha d'eux et demanda « Le noble Vinicius est-il ici ?» ?»« Oui, répondit le tribun. Que me veux-tu ? » ?»« Je suis Nazaire, le fils de Myriam. Je viens de la prison et t'apporte des nouvelles de Lygie. » Vinicius posa sa main sur l'épaule du jeune homme et, à la lueur des torches, il le regarda dans les yeux, sans pouvoir prononcer un seul mot. Nazaire devina la question que Vinicius voulait lui poser et qui mourait sur ses lèvres et répondit « Elle vit. Ursus m'envoie vers toi, Seigneur, pour te dire que dans sa fièvre, elle prie et répète ton nom. »« Gloire au Christ qui peut me la rendre, répondit Vinicius. Puis, il emmena Nazaire dans la bibliothèque où, au bout d'un moment, les rejoignit Pétrone pour entendre leur entretien. La maladie lui a épargné l'outrage, car les bourreaux ont peur, disait le jeune garçon. Ursus et le médecin Glaucus veillent sur elle nuit et jour. Les gardiens sont-ils restés les mêmes ? Oui, Seigneur, et elle se trouve dans leur pièce. Les prisonniers qui se trouvaient dans la prison souterraine sont tous morts de la fièvre, ou ont été asphyxiés par manque d'air. Qui es-tu ? Demanda Pétrone. Le noble Vinicius me connaît. Je suis le fils de la veuve chez laquelle habitait Lygie. Et chrétien ? Le jeune garçon jeta un coup d'œil interrogateur sur Vinicius, mais voyant que celui-ci priait, il releva la tête et dit « Oui. » « Comment se fait-il que tu puisses entrer librement dans la prison ? » Pardon. « Je me suis fait embaucher, Seigneur, pour l'évacuation des cadavres, et cela à dessein, afin de venir en aide à mes frères et leur apporter des nouvelles de la ville. » Pétrone regarda plus attentivement le ravissant visage du jeune garçon, ses yeux bleus et ses bruns cheveux touffus, puis il lui demanda « De quel pays es-tu venu, jeune homme ? » « Je suis galiléen, Seigneur. »« Voudrais-tu voir Lygie en liberté ?» Le jeune garçon leva les yeux au ciel, même si je devais ensuite le payer de ma vie. Vinicius, qui avait fini de prier, lui dit alors « Dis au gardien de la mettre dans un cercueil comme si elle était morte. Toi, de ton côté, trouve des gens qui t'aideront à la faire sortir la nuit. À proximité des fosses puantes, vous trouverez des hommes qui attendront avec une litière et auxquels vous remettrez le cercueil. Promets de ma part aux gardiens autant d'or qu'ils seront capables d'emporter dans leur manteau. » À mesure qu'il parlait, son visage perdait la morosité qui lui était devenue habituelle. Le soldat auquel l'espoir redonnait son ancienne énergie se réveillait en lui. Nazaire rougit de joie, et levant les mains, il s'exclama « Fasse que le Christ lui rende la santé, car elle sera libre. » « Tu crois que les gardiens consentiront à le faire ? Demanda Pétrone. « Eux, Seigneur ?
pourvu qu'ils sachent qu'aucun châtiment ou supplice ne leur sera infligé. C'est ça, ajouta Vinicius. Les gardiens voulaient même accepter qu'elle s'évade. Ils permettront d'autant plus qu'on la fasse sortir comme morte. Il y a, à vrai dire, observa Nazaire, un homme qui vérifie au fer rouge si les corps que nous évacuons sont bien morts. Mais lui prend quelques sesterces par tête pour ne pas toucher du fer les visages des morts. Pour un seul auréus, il touchera le cercueil, et non le corps. Dis-lui qu'il recevra une bourse de pièces d'or, renchérit Pétrone. Mais sauras-tu choisir des hommes sûrs? Je saurais trouver des gens qui, pour de l'argent, vendraient leurs propres femmes et enfants. Où les trouveras-tu? Dans la prison même, ou en ville. Une fois achetés, les gardiens laisseront entrer qui je voudrais. En ce cas, tu me feras entrer comme ton aide, dit Vinicius. Mais Pétrone se mit à l'en dissuader avec fermeté. Les prétoriens pourraient le reconnaître, même sous un déguisement, et tout pourrait être compromis. Ni en prison, ni auprès des fausses puantes, insista-t-il. Il faut que tous, et César et Tigelin, soient persuadés qu'elle est morte. Sinon, ils ordonneront une poursuite immédiate. Nous ne pouvons détourner leurs soupçons qu'en restant à Rome, lorsqu'on l'aura transportée dans les monts Albins au plus loin, en Sicile. Une semaine ou deux après, tu tomberas malade et demanderas le médecin de Néron qui te prescrira de partir dans les montagnes. Alors tu la rejoindras. Et ensuite... Là, il devint songeur pendant un moment, puis avec un geste évasif de la main, il ajouta « Ensuite, peut-être connaîtrons-nous d'autres temps. » Que le Christ ait pitié d'elle, soupira Vinicius. Tu parles de la Sicile alors qu'elle est malade et peut mourir. En attendant, nous l'installerons plus près. Le grand air à lui seul la guérira pourvu qu'on l'arrache à la prison. N'as-tu pas dans les montagnes quelques métayers en qui tu puisses avoir confiance? Certes, oui. J'en ai un. Oui, répondit précipitamment Vinicius. Près de Coriola, dans les montagnes, il y a un homme sûr qui m'a porté dans ses bras quand j'étais enfant et qui m'aime toujours. Pétrone lui tendit des tablettes. Écris-lui de venir ici demain. Je vais sur le champ dépêcher un courrier. Cela dit, il appela le responsable de l'atrium et lui donna les ordres appropriés. Quelques instants plus tard, un esclave à cheval partait, la nuit, pour Coriola. Je voudrais, reprit Vinicius, qu'Ursus l'accompagne en route. Je serai plus tranquille. Seigneur, opina Nazaire, c'est un homme d'une force surhumaine qui brisera les barreaux pour la suivre. Il y a une seule fenêtre au-dessus d'un haut mur abrupt au pied duquel on ne monte pas la garde. J'apporterai à Ursus une corde, et il fera lui-même le reste. Par Hercule, protesta Pétrone, qu'il s'évade s'il en a envie, mais pas en même temps qu'elle, ni 2 ou 3 jours après, car il le suivrait et découvrirait son refuge à elle. Par Hercule, est-ce que vous voulez vous perdre et la perdre elle aussi? Je vous interdis de lui parler de Coriola, ou bien je m'en lave les mains. Tous les deux reconnurent le bien fondé des objections de Pétrone et se turent. Puis, Nazaire prit congé d'eux, en promettant de venir le lendemain, à l'aube. Il espérait pouvoir, cette nuit même, s'entendre avec les gardiens. Mais auparavant, il voulut faire un saut chez sa mère qui, en ces temps incertains et effroyables, ne cessait de se tourmenter pour lui. Réflexion faite, il décida de ne pas chercher de Danville, mais de choisir et d'acheter un de ceux qui évacuaient avec lui les cadavres de la prison. Juste avant de sortir, il s'arrêta encore, et, entraînant Vinicius à l'écart, il lui chuchota. « Seigneur, je ne soufflerai mot de notre projet à quiconque, pas même à ma mère, mais l'apôtre Pierre a promis de venir nous voir dès sa sortie de l'amphithéâtre, et à lui, je dirai tout. » « Tu peux parler à haute voix dans cette maison, répondit Vinicius. L'apôtre Pierre était dans l'amphithéâtre avec les gens de Pétrone. D'ailleurs, j'irai avec toi. Il se fit apporter un manteau d'esclave et ils sortirent. Pétrone poussa un profond soupir de soulagement. J'avais souhaité, pensa-t-il, qu'elle meure de cette fièvre, car pour Vinicius cela eût été moins terrible. Et maintenant, je suis prêt à offrir un trépied d'or à Esculape s'il la guérit. Ah toi, Aénobarbe, tu veux t'offrir un spectacle de la douleur d'un amant?
Toi, Augusta, tu étais d'abord jalouse de la beauté de la jeune fille, et maintenant tu la dévorerais vive, rien que parce que tu as perdu ton Rufius. Toi, Tigelin, tu veux la perdre rien que pour me faire rager. Eh bien, nous verrons. Moi, je vous dis que vos yeux ne la verront pas dans l'arène, car ou bien elle mourra de sa propre mort, ou bien je vous l'arracherai comme de la gueule d'un chien. Et je l'arracherai de telle façon que vous ne le saurez pas. Puis, à chaque fois que je vous regarderai, je me dirai « Voilà les imbéciles que Pétrone a dupés. » Satisfait de lui-même, il passa au triclinium, où il se mit à table avec Eunice pour dîner. Pendant ce temps, le lecteur leur lut des idylles de Théocrite. Dehors, le vent avait amené des nuages du Soracte, et un orage soudain vint troubler le calme de cette nuit sereine d'été. De temps en temps, des grondements de tonnerre retentissaient sur les 7 collines. Eux, étendus côte à côte derrière la table, écoutaient le poète pastoral qui chantait, dans le mélodieux dialecte dorien, l'amour des bergers, puis, apaisés, ils s'apprêtèrent à prendre un doux repos. Sur ce, Vinicius rentra. Ayant appris qu'il était de retour, Pétrone alla au-devant de lui et lui demanda « Eh bien, qu'y a-t-il ? Avez-vous pas décidé quelque chose de nouveau et Nazaire est-il allé à la prison ?» Oui, répondit le jeune homme en relevant de son front des mèches de cheveux mouillés par la pluie. Nazaire est allé s'entendre avec les gardiens, tandis que moi j'ai vu Pierre, qui m'a recommandé de prier et d'avoir foi. C'est bien. Si tout se passe comme nous l'entendons, la nuit prochaine, il sera possible de la faire sortir. Le métayer et ses hommes devraient être ici avant l'aube. Le chemin est court, en effet. Repose-toi maintenant. Vinicius s'agenouilla dans son cubiculum et se mit à prier. Au lever du jour, le métayer Niger arriva de Coriola. Il avait amené avec lui, comme le lui avait demandé Vinicius, des mules, une litière et 4 hommes sûrs, choisis parmi des esclaves bretons qu'il avait d'ailleurs, par prudence, laissés dans une auberge de Subur. Vinicius, qui avait veillé toute la nuit, alla à sa rencontre. Le vieux serviteur s'émut à la vue du jeune homme et, lui baisant les mains et les yeux, il lui dit « Serais-tu malade, très cher ? Où sont les chagrins qui ont sucé le sang de ton visage ? C'est tout juste si je t'ai reconnu au premier coup d'œil. » Vinicius l'emmena dans le xyste, et là, il y dévoila son secret. Niger l'écoutait avec recueillement, et son visage au teint frais et basané reflétait une grande émotion qu'il ne cherchait même pas à maîtriser. « Elle est donc chrétienne ?» s'écria-t-il. Il se mit à dévisager Vinicius. Celui-ci devina visiblement l'interrogation contenue dans le regard du campagnard, car il lui répondit « Moi aussi, je suis chrétien. » Des larmes brillèrent dans les yeux de Niger. Il se tut pendant un moment, puis, levant les bras, il dit « Merci, ô Christ, d'avoir dessillé les yeux qui me sont les plus chers au monde. » Puis, prenant la tête de Vinicius dans ses mains et pleurant de joie, il se mit à couvrir son front de baisers. Un instant plus tard, Pétrone entra, avec Nazaire. « Bonne nouvelle !» annonça-t-il de loin. Les nouvelles étaient effectivement bonnes. D'abord, le médecin Glaucus se portait garant de la vie de Ligie, bien qu'elle fût affectée de cette même fièvre des prisons qui, au Tullianum et dans les autres prisons, tuait quotidiennement des centaines de gens. Quant aux gardiens et à l'homme qui vérifiait avec un fer rouge si les prisonniers évacués étaient bien morts, il ne lui avait pas fait la moindre difficulté. Un aide, Attis, avait été recruté aussi. « Nous avons percé des trous dans le cercueil pour que la malade puisse respirer », ajouta Nazaire. « Le seul danger serait qu'elle gémisse ou dise quelque chose lorsque nous allons passer à côté des prétoriens. Mais elle est très affaiblie et reste depuis ce matin couchée, les yeux fermés. D'ailleurs,
Glaucus lui donnera une boisson soporifique qu'il préparera lui-même avec des drogues que je lui ai apportées de la ville. Le couvercle du cercueil ne sera pas cloué. Vous le soulèverez facilement et emporterez la malade dans la litière. Nous, par contre, nous mettrons dans le cercueil un long sac de sable que vous tiendrez tout près. Vinicius écoutait ces paroles, blanc comme un linge, mais avec une attention si soutenue qu'il semblait deviner ce que Nazaire allait dire. Évacuera-t-on d'autres cadavres de la prison demanda Pétrone. Une vingtaine de personnes sont mortes cette nuit. Et d'ici ce soir, il en mourra encore une quinzaine, répondit le jeune garçon. Nous devons être avec tout le cortège, mais nous allons traîner en chemin pour rester en arrière. Au premier tournant, mon compagnon feindra de boiter, de sorte qu'on nous distance sensiblement. Vous, attendez-nous près du petit temple de Libitine. Fasse Dieu que la nuit soit le plus sombre possible. Dieu le fera, assura Niger. Hier, la soirée était claire, et pourtant un orage a subitement éclaté. Aujourd'hui, le ciel est de nouveau serein, mais il fait lourd depuis le matin. Il y aura maintenant, toutes les nuits, des pluies et des orages. Vous marchez sans lumière demanda Vinicius. Seuls ceux qui marchent devant portent des torches. Vous, en tout cas, soyez près du temple de Libitine dès qu'il fera sombre, bien que nous sortions habituellement les cadavres juste avant minuit. Ils se turent. On entendait seulement la respiration précipitée de Vinicius. Pétrone se tourna vers lui. « Je t'ai dit hier, lui dit-il, que le mieux serait que nous restions tous les deux à la maison. Mais maintenant je vois qu'il me sera impossible, à moi-même, de rester en place. D'ailleurs, s'il s'agissait d'une évasion, il faudrait prendre de plus grandes précautions, mais puisqu'on la fera sortir comme morte, il semble que personne ne pourra avoir le moindre soupçon. »« Oui, oui, approuva Vinicius. Il faut que je sois là-bas. C'est moi-même qui la sortirai du cercueil. Une fois qu'elle sera chez moi, à Coriola, je réponds d'elle, déclara Niger. La concertation s'arrêta là. Niger se rendit à l'auberge retrouver ses hommes. Nazaire repartit à la prison avec une bourse de pièces d'or sous sa tunique. Une journée fiévreuse, pleine d'inquiétude, d'angoisse et d'attente, commençait pour Vinicius. L'affaire devrait réussir car elle est bien conçue, assurait Pétrone. Il n'est pas possible de mieux arranger tout cela. Tu dois faire semblant d'être affligé et porter une toge sombre. Mais ne manque pas les cirques, qu'on te voie. Tout est si bien mis au point qu'il ne saurait y avoir de mécompte. Mais au juste, es-tu tout à fait sûr de ton métayer ? C'est un chrétien, le rassura Vinicius. Pétrone le regarda avec étonnement, puis il haussa les épaules et dit comme s'il se parlait à lui-même. Par Pollux. Comme cela se propage tout de même, et comme cela reste ancré dans les âmes des hommes. Si une telle menace pesait sur eux, les gens renieraient aussitôt tous les dieux romains, grecs et égyptiens. C'est quand même étrange. Par Pollux, si je croyais que quelque chose au monde dépendait encore de nos dieux, je promettrais à chacun d'eux 6 taureaux blancs et 12 autres à Jupiter Capitolin. Et toi aussi, ne lésine pas sur les promesses à ton Christ. Moi, je lui ai donné mon âme, riposta Vinicius. Ils se quittèrent. Pétrone retourna au cubiculum. Vinicius, pour sa part, alla regarder de loin la prison, et de là, il se rendit jusque sur le versant de la colline du Vatican, dans la chaumière du Carrier, où il avait reçu le baptême des mains de l'apôtre. Il lui semblait que là, le Christ l'entendrait mieux que partout ailleurs. Ayant retrouvé la chaumière, il s'y jeta à terre, concentra toutes les forces de son âme endolorie dans la prière, implorant la pitié. Il s'y abîma tellement qu'il en oublia où il se trouvait et ce qui lui arrivait. Il était plus de midi déjà, lorsque le tira de là un son de trompe venant du cirque de Néron. Il sortit alors de la chaumière et regarda autour de lui comme s'il venait de se réveiller. Il faisait très chaud. Le silence environnant était troublé seulement de temps à autre par le son des cuivres et sans discontinuer par les stridulations inlassables des criquets. L'atmosphère était devenue lourde. Le ciel au-dessus de la ville était encore d'un bleu azur, mais du côté des monts Sabins, de sombres nuages s'amoncelaient bas sur la ligne d'horizon.
Vinicius rentra à la maison. Pétrone l'attendait, dans l'atrium. « Je suis allé au Palatin, dit-il. Je m'y suis montré à dessein et j'ai même fait une partie d'osselet. Ce soir, il y a un festin chez Anicius. J'ai annoncé que nous nous y rendrions, mais seulement après minuit car je dois auparavant dormir suffisamment. » J'y serai donc, mais il serait bon que tu y sois, toi aussi. N'y a-t-il pas eu de nouvelles de Niger ou de Nazaire demanda Vinicius. Non. Nous les verrons seulement à minuit. As-tu remarqué qu'un orage s'annonçait? Oui. Demain, il doit avoir un spectacle avec des chrétiens crucifiés. Peut-être que la pluie l'empêchera. Cela dit, il s'approcha de Vinicius, lui toucha l'épaule et lui dit: « Mais tu ne les verras pas sur une croix, mais à Coriola. Par Castor, je ne donnerai pas ce moment où nous la délivrerons pour toutes les gemmes de Rome. » Le soir est déjà proche. Le soir approchait, en effet. L'obscurité commençait à descendre sur la ville plutôt que d'ordinaire à cause des nuages qui couvraient tout le ciel. Le soir venu, il tomba une forte averse qui, s'évaporant sur les pierres chauffées par la grosse chaleur de la journée, emplit les rues de la ville d'une brume. Puis, des moments d'accalmie alternèrent avec de courtes averses. « Hâtons-nous, » dit enfin Vinicius. « À cause de l'orage, il se pourrait bien qu'ils évacuent les corps plus tôt. »« C'est le moment d'y aller, » répondit Pétrone. Ayant endossé des manteaux gaulois à capuchon, ils sortirent dans la rue par une petite porte du jardin. Pétrone se munit d'un court coutelas romain appelé Sica, qu'il prenait toujours pour les expéditions nocturnes. Par suite de l'orage, la ville était déserte. De temps à autre, un éclair déchirait les nuages, éclaboussant d'une clarté violente les murs des maisons nouvellement édifiées ou en cours de construction, et les dalles de pierre mouillées du revêtement des rues. Dans cette clarté, ils virent enfin, après avoir fait un assez long chemin, un tertre sur lequel se dressait le petit temple de Libitine, et, au pied du tertre, des mules et des chevaux. « Niger !» appela à voix basse Vinicius. « Me voici, Seigneur !» répondit une voix dans la pluie. « Tout est prêt ?»« Oui, cher maître. » Dès que l'obscurité s'est faite, nous étions sur place. Mais abritez-vous sous le remblai, car vous allez être trempés. Quel orage! Je pense qu'il y aura de la grêle. Niger avait raison, car une grêle, tout d'abord fine, puis de plus en plus grosse et dense, se mit à tomber. L'air se refroidit aussitôt. Eux, sous le remblai, protégés du vent et des petites boules glaciales, parlaient à voix basse. « Même si on nous voit, disait Niger, on ne soupçonnera rien, car nous avons l'air de gens qui veulent attendre que l'orage passe. Mais je crains qu'on ne remette à demain l'évacuation des cadavres. » La grêle ne tombera pas longtemps, observa Pétrone. Nous devons attendre, fût-ce jusqu'au point du jour. Ils attendirent donc, tendant l'oreille pour percevoir tout bruit de cortège. La grêle cessa en effet de tomber. Mais tout de suite après, on entendit le bruissement d'une averse. Par moments, de brusques coups de vent soufflaient, apportant des fausses puantes une horrible puanteur de corps en décomposition, enterrés négligemment à peu de profondeur. Soudain, Niger sursauta et dit: « Je vois à travers la brume une petite lumière. 1, 2, 3. Ce sont des torches. » Il se tourna vers ses hommes et leur lança: « Veillez à ce que les mules ne s'ébrouent pas. » « Ils viennent, » confirma Pétrone. Les lumières devenaient, en effet, de plus en plus visibles. Au bout d'un moment, on pouvait déjà distinguer les flammes des torches, vacillantes au souffle du vent. Niger se signa et se mit à prier. Le lugubre cortège s'approcha, et, parvenu à la hauteur du petit temple de Libitine, il s'arrêta. Pétrone, Vinicius et Niger se plaquèrent en silence au flanc du tertre sans comprendre ce qui se passait. Mais les convoyeurs ne s'étaient arrêtés que pour se couvrir le visage et la bouche de chiffons et se protéger ainsi de l'odeur fétide qui, près des pouticoulis, était carrément insoutenable. Puis,
Ils relevèrent les brancards avec les cercueils et poursuivirent leur chemin. Un seul cercueil s'arrêta, en face du petit temple. Vinicius se précipita vers lui, suivi de Pétrone de Niger et de 2 esclaves bretons avec litière. Mais, avant même qu'ils l'eussent rejoint, ils entendirent dans l'obscurité la voix brisée de douleur de Nazaire. « Seigneur, ils l'ont transporté avec Ursus dans la prison Esquiline. Nous portons un autre corps. On l'a enlevé avant minuit. » De retour chez lui, Pétrone fut maussade et n'essaya même pas de consoler Vinicius. Il savait qu'il était vain, même de rêver de sortir l'égide des souterrains esquilins. Il devinait qu'on l'avait transportée là du Tullianum pour qu'elle ne mourût pas de la fièvre et pour que l'amphithéâtre auquel on la destinait ne lui fût pas épargné. Mais c'était là justement une preuve que l'on veillait sur elle et qu'elle était surveillée plus scrupuleusement que les autres prisonniers. Il en était peiné au plus profond de son âme, et pour elle, et pour Vinicius. Mais en plus de cela, le tourmentait la pensée que, pour la première fois de sa vie, quelque chose ne lui avait pas réussi et que, pour la première fois, il avait été vaincu dans une lutte. « La fortune semble m'abandonner, » se disait-il. « Mais les dieux se trompent s'ils croient que j'accepterai une vie telle que la sienne, par exemple. » Il jeta à cet instant un coup d'œil sur Vinicius qui le fixait de ses prunelles dilatées. « Qu'as-tu ? Tu as de la fièvre ?» s'inquiéta Pétrone. Vinicius lui répondit avec lenteur, d'une étrange voix brisée, comme celle d'un enfant malade. « Et moi, je crois que lui peut me la rendre. » Au-dessus de la ville, les derniers grondements de l'orage s'estompaient. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.